2 € de l'heure de Nejma Brahim, qui est journaliste à Mediapart. Et on va parler des sans-papiers. C'est un sujet peut-être un petit peu d'actualité au moment où on enregistre, parce qu'on va bientôt avoir le premier tour des législatives. Et je sais pas si tu as suivi tous les trucs depuis ton expédition dans les îles, ou non, tu t'en avais rien à foutre. Si, j'ai un peu suivi. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Globalement, je suis pas enchanté par tout ce qui se passe. Tu vois. Non, c'est pas ouf, mais voilà, du coup, moi je regarde un petit peu BFM TV, ça m'entertain. Voilà. Bah ouais, non, c'est vrai que les sans-papiers, c'est un sujet assez fascinant parce que c'est un univers qu'on connaît peu. Alors je dis on, c'est moi qui connais pas. Donc peut-être il y a des gens qui vont dire, bah moi je connais, je m'en branle du coup. Mais moi je connais pas. Et tu sais, toutes les questions de comment ils font pour travailler, parce qu'en fait, bah, tu sais, s'ils n'ont pas le droit de travailler, tu peux te demander comment ils font, enfin, c'est pas forcément évident. Dans quelles conditions, pourquoi on a l'impression que c'est un problème insoluble, c'est quoi les enjeux politiques qui peuvent être liés aux sans-papiers. Et je sais pas, moi, c'est plein de questions que je trouve hyper intéressantes. Je sais pas si toi, t'es plus dans la catégorie des gens qui savent et qui du coup s'en branlent, ou si au contraire, ça t'intéresse. Non, pour le coup, ça m'intéresse et je sais pas grand-chose. Ouais. Et je trouve qu'effectivement, c'est intéressant parce que enfin, l'immigration, en règle générale, c'est une thématique qui est importante, qui apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, est importante Voilà, pour dans l'actualité. une grande partie des Français, tu vois. Ouais. Notamment l'immigration illégale, tu vois, parce qu'en fait, oui, voilà, notamment l'immigration illégale, donc les sans-papiers. Et donc voilà, globalement, c'est une thématique qui intéresse les gens. D'une part, d'autre part, c'est une catégorie de personnes qui est assez instrumentalisée pour des raisons de politique. Et donc, c'est cool d'avoir les faits avant de se faire une opinion, quoi. Et donc, moi, ça m'intéresse de savoir. Ouais. Et en fait, là, je vais peut-être dire une connerie, mais en fait, je trouvais que c'était d'autant plus intéressant que je trouve qu'il y a plein de questions basiques un peu sur ce sujet. Et finalement, et là je tente une hypothèse, mais j'ai l'impression qu'on pose pas trop ce genre de questions, tu sais, dans les conversations du quotidien avec nos potes ou avec nos collègues ou n'importe, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on, tu sais, on a toujours un peu peur de casser l'ambiance ou de faire un faux pas, et peut-être que enfin, je sais pas trop où je veux en venir, mais je me demandais en fait comment c'était possible qu'il y ait tant de questions intéressantes comme celle que je citais au début, et que finalement on n'ait pas les réponses à ces questions intéressantes, et qu'il faille lire un livre comme celui-là pour essayer de comprendre. Donc je trouve que mon point, c'est que le ratio intéressant sur à quel point on en parle entre nous, il est tu vois, il est faible. Est-ce que je l'ai dit dans le bon sens? Non, il est élevé. Bref, on s'est compris. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je suis d'accord. Mais enfin, pour moi, c'est la problématique plus globale qu'on a souvent évoquée ensemble, qui est que on ne hiérarchise pas les sujets en fonction de leur impact sur notre quotidien et ou de leur importance sur notre vie ou sur notre existence commune. Tu vois. On hiérarchise les sujets plutôt en fonction des émotions que ça nous suscite, d'une part. Et d'autre part, une fois qu'on a hiérarchisé les sujets de la mauvaise manière, ensuite on en parle de manière superficielle avec Pascal Praud. Tu vois. Ouais, mais là, même, pour moi, c'était même sans aller là-dedans, j'ai même une espèce de curiosité vis-à-vis de ce sujet-là, mais tu sais, comme tu pourrais dire, oui, la curiosité est un vilain défaut, enfin, juste, je suis curieux, quoi. Tu vois, c'est okay. Comme quand tu regardes 90 minutes enquête sur TMC, juste t'es curieux, tu vois, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Bref. Donc, quelques chiffres. On estime à 700 000 le nombre de travailleurs sans papier en France. Et donc, voilà. Donc la première question que moi je me posais, c'est comment ils font pour travailler. Donc ça, il y a plein de manières en fait, mais je sais pas, est-ce que toi t'en connais certaines, comment tu fais pour travailler quand t'es sans papier? Tu travailles au black, donc t'as pas de contrat de travail. Ouais, donc ça c'est un truc. Donc en effet, tu te fais payer juste en espèces et il y a pas de contrat de travail. Voilà. Et notamment dans le bâtiment ou dans la restauration. Ouais. Ou sinon aussi t'as des prête-noms. Donc par exemple sur les plateformes de livraison, genre Deliveroo ou je sais pas quoi. Moi
Georges Abiela qui suis français. Je peux créer un compte de livreur sur Deliveroo parce qu'il demande ma carte d'identité, etc. Je le crée et après, je le file à mon ami Boubacar. Et comme je suis un enculé, je prends 10% de ses revenus. Tu vois. Ouais, donc ça pour l'instant, je vais juste évoquer ça, mais en effet, on ira peut-être un peu plus dans le détail plus tard sur ce point-là. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ça s'appelle des alias. Exactement, prête-nom, alias, etc. Voilà. Et donc on ira un peu plus dans les détails de pourquoi c'est pas ouf. Et donc en effet, c'est quelqu'un qui te ressemble, qui est français et qui va te prêter son identité. Donc il y a ça. Et même parfois qui me ressemble pas, tu vois, parce que genre Deliveroo, pareil, ça dépend tu fais un alias pour quel type de travail, mais pour par exemple les plateformes de livraison, t'as même pas besoin de le ressembler. Tu vois. Bah ouais, non, c'est un bon point, en effet. Des fois, t'es même pas obligé. Et moi, j'en avais vu un autre, dans le livre, il parlait de gens qui vont acheter un faux titre de séjour. Donc tu peux en acheter à Barbès, ça coûte 300 €. Et juste, c'est un faux titre de séjour. Et par contre, c'est marrant, ils insistent bien à Barbès, ils disent ne l'utilise pour rien d'autre surtout que pour le travail. Ça, c'est genre, je sais pas ce qui se passe si tu le fais, mais c'est comme dans, c'est comme dans Aladdin, c'est quand tu touches à autre chose que la lampe, genre la grotte s'écroule. Mais genre, tu peux pas. Non, mais je pense que, en gros, globalement, au travail, genre, ils vérifient pas nécessairement l'authenticité. L'employeur. Oui. Ok. En gros, ce qui se passe, c'est que l'employeur demande tes papiers, etc. Et il va pas nécessairement vérifier l'authenticité. Par contre, si tu lui commences à l'utiliser pour des administrations, etc., peut-être qu'il vérifie. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est peut-être ça. Mais d'ailleurs, ça fait le lien avec le dernier truc. C'est que il y a les cas où j'avoue, je lisais le livre et j'ai rien compris. En fait, c'est ce que j'appelle les cas obscurs. Où typiquement, il y a un exemple où le gars, il travaillait au Super U. Enfin, qui est quand même une grosse chaîne. Du coup, c'est pas un truc à la bien. Et juste, il avait réussi à travailler là juste en présentant son passeport togolais. Et il n'a pas eu à montrer de titre de séjour, il n'en avait pas. Et donc, c'est des cas bizarres où l'employeur ne demande même pas de titre de séjour. Tu vois, je suis pas sûr de 100% comprendre comment tu déclares le travailleur si tu n'as pas ces informations-là, mais j'avoue que, ouais. Peut-être que dans ce cas-là, tu déclares pas. Non, mais peut-être, mais en tout cas. Ah oui, peut-être que c'est un truc hybride où tu déclares. C'est bizarre, Super U quand même, tu vois. Enfin, voilà. Ça impliquait que je rentre dans les méandres du droit du travail, ce que je n'avais pas envie de faire, mais il y a aussi des cas où c'est très entre les deux, quoi. C'est bizarre. Il y avait aussi ces cas-là dans le livre. Voilà. Ok. Donc ça c'est intéressant déjà. Et ensuite dans le livre, l'auteur va parler de ça c'est combien de pertes pour les finances publiques. Donc elle dit si on part sur une hypothèse plutôt haute du nombre de travailleurs non déclarés, donc elle dit 400 000 sur les 700 000. Ok. J'ai demandé à ChatGPT au cas où, il m'a dit 350 000, donc je considère que c'est pas déconnant. Elle dit s'il touche un SMIC mensuel d'environ 1 500 €, c'est 500 € de perte par mois au niveau des cotisations pour les finances publiques. Voilà, c'est ça son argument. Donc 6 000 € par personne, donc ça fait 2,4 milliards d'euros par an de perdus pour la Sécu, la caisse de retraite, le chômage, c'est ça que je comprends. Et je pense que l'ordre de grandeur n'est pas déconnant. Et je ne sais pas si tu avais déjà pensé à ça. Oui, enfin, j'avais pas une idée effectivement de l'ordre de grandeur du montant. Mais effectivement, le problème du travail au black, il est double. Ça pénalise l'individu qui travaille au black, parce qu'il n'a pas de couverture sociale, parce qu'il ne peut pas avoir de compte bancaire, parce qu'il ne peut pas emprunter, parce qu'il ne peut pas demander la nationalité après. Enfin bref, il est niqué. L'avantage, c'est qu'il paye pas d'impôts, tu vois. Mais en gros, dans le cas des travailleurs au noir, je pense que plutôt ça les pénalise, tu vois. Parce que eux, ils aimeraient bien régulariser leur situation, tu vois. Bref. Et ça pénalise l'individu et ça pénalise la collectivité, parce qu'effectivement, tu perds des ressources fiscales qui sont pas négligeables. Voilà. Ouais, donc il y avait ce côté-là, en effet. Et aussi, tu fais du dumping social à la baisse. Vas-y. C'est-à-dire, les travailleurs sans papier, c'est des individus vulnérables dont le pouvoir de négociation est faible. Et du coup, ils sont corvéables à merci. Et du coup, c'est une pression à la baisse sur les salaires parce que eux, ils peuvent accepter des conditions de travail et des conditions financières qui sont beaucoup plus basses que le français moyen.
Mm. Et du coup, ça enlève potentiellement des emplois, ou ça, aux Français le moyen, ou ça altère les conditions de travail du Français. Ouais, donc ça c'est un point justement que je voulais faire qui est peut-être pas fait très clairement dans le livre, mais donc je voulais le faire. Juste pour finir sur le truc des 2,4 milliards d'euros, elle, sa logique, c'est elle dit bah, vu que sur les petits salaires, en général, c'est l'État et pas l'employeur qui paye les cotisations sociales, en gros, c'est l'État qui profite en ne payant rien à la Sécu. Donc ça, c'est son argument. Après, j'avoue, pour moi, l'État, la Sécu, c'est la même chose. Donc je sais pas trop quoi en penser. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est dit. Euh, et en effet, pour aller dans ton sens, bah, voilà, imaginons que je suis un espèce de néolibéral de l'extrême. Ah oui, j'avais Imagine. pas pensé à ça, qu'en fait, sur les petits salaires, Ouais, les charges patronales sont faibles et que du coup, ça minore mon point sur l'histoire des rentrées fiscales. ouais. Bah, il y a un espèce de jeu de transfert Oui, entre l'État et les caisses sociales. ouais. Ouais, ouais. Donc ouais, pour aller plutôt dans la direction de ton point, où en gros, ça fait du dumping social. Donc imagine, voilà, t'es un néolibéral de l'extrême. Bah, en effet, de ce point de vue-là, néolibéral, avoir des sans-papiers dans ton pays, c'est quand même bien pratique parce qu'en effet, bah, tu peux faire travailler des gens dans des conditions extrêmes pour pas cher du tout. C'est ce que tu disais. Ils vont tout accepter. C'est une sorte de pseudo-esclavage. Enfin, le mot, il est fort, mais juste, je sais pas, je me dis, c'est pour qu'on se rende compte. Parce que euh, avoir des pseudo-esclaves comme ça, euh, bah finalement, est-ce que ça augmente pas le pouvoir d'achat? Parce que tu sais, si t'as quelqu'un qui fait la plonge 12 heures dans ton restaurant et tu le payes quasiment rien, bah tu sais, le burger il va coûter moins cher, quoi, fatalement. Enfin, en gros, c'est des pseudo-esclaves. Euh, je sais pas si tu vois mon point. Ça, je me dis aussi d'un point de vue néolibéral, ça rend la France plus compétitive parce que les entreprises qui vont s'installer en France, si elles peuvent avoir accès à une main-d'œuvre ultra pas chère, qui accepte des conditions de travail ultra dégradées, euh, bah, du coup, c'est une sorte d'augmentation de compétitivité pour la France. Et donc, j'ai envie de dire, à la fin, si tu es quelqu'un de très cynique, tu pourrais te dire, bah, il y a plein d'avantages à avoir des sans-papiers. Et est-ce que ça vaut pas largement les 2,4 milliards de pertes? Tu vois, je me fais l'avocat du diable, mais je sais pas ce que t'en penses. Oui, bah, enfin, je pense que c'est la vie non assumée d'une partie du patronat. Après, je sais pas, je parle à leur place, je pense pas qu'ils l'ont jamais, je pense qu'ils l'aient jamais dit. Mais Mm. je sais qu'il y a quelques secteurs économiques qui disent, bah, en fait, sans les sans-papiers, on pourrait pas tourner, tu vois. Ouais. Et eux, ils sont même pas dans l'argument. Enfin, parce que je pense que tu peux pas assumer d'avoir l'argument juste ça me permet d'accroître mes marges et tiens. Tu vois. Je pense qu'il y a certains secteurs, notamment la restauration, qui disent tout simplement en fait on ne trouve pas de candidats et du coup après tu pourrais leur dire oui mais vous pouvez accroître vous pourriez augmenter le salaire et l'offre serait plus enfin vous pourriez améliorer les conditions et l'offre serait plus attractive. Ils disent oui mais si j'améliore les conditions je fais faillite. Bref, il y a toujours ce débat du chantage à l'emploi, quoi. Et genre, il y a certains secteurs qui disent, bah, en fait, sans les sans-papiers, on n'existerait pas, quoi. Le Mm. bâtiment, je sais que le bâtiment et la restauration, il y a une partie des entrepreneurs de ce secteur qui tiennent ce discours-là. Ouais, mais c'est intéressant, mais typiquement sur la restauration, c'est vrai que j'ai du mal à avaler la pilule parce que tu sais, c'est pas une industrie mondiale. Enfin, la restauration, c'est très local. Il y a le resto du coin, il est en compétition avec l'autre resto du coin. Et donc finalement, si t'as plus le droit d'embaucher des sans-papiers, ou alors si tu es dans l'obligation de payer les gens correctement et de rendre la pénibilité du travail moindre, juste pour que tu aies des horaires normaux et que ça soit pas trop pénible et que les gens aient envie de venir faire ce métier, bah oui, peut-être que ton burger, au lieu de coûter 18 euros, il va coûter 23 euros. Enfin, j'en sais rien, je dis des chiffres, je les sors de mon cul. Mais ouais, il y a ce côté où, bon, bah déjà, s'il coûte 23 euros chez tout le monde, le burger, bah déjà, tu fais pas faillite. Enfin, au niveau de la compétition. Et après, peut-être il y a le côté où les gens vont moins aller au resto.
Mais ça, à un moment donné, je veux dire, enfin, soit t'as un esclave qui lave les trucs pour rien, et oui, ça coûte pas cher, ou soit il est pas là pour travailler pour rien, et ça coûte plus cher. Mais à un moment donné, enfin, tu vois, il y a Oui. enfin, Oui, peut-être qu'on devrait collectivement assumer de moins aller au resto, histoire qu'il n'y ait pas d'esclaves, quoi. ouais, Genre, c'est genre à un moment, oui. enfin, tu vois, à un moment donné, c'est la vie, quoi. J'ai envie de dire, enfin, je trouve ça bizarre de dire euh, que ouais, on va faire faillite. Alors que pour le coup, si je me remets mon costume de cynique néolibéral, dans le cadre des grandes entreprises, c'est qui vont embaucher, je sais pas, des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants, peut-être dans la construction. Bon, bah là, tu pourrais te dire, oui, peut-être je suis en compétition mondiale, je suis obligé de le faire, c'est encore plus compliqué. Euh, ouais, quoique. Bah, eux, pour le coup, enfin, même chose, la construction, tu vois, c'est quelque chose d'assez local, tu vois. Ouais, ouais. Non, Euh, mais en plus, oui. et du coup, c'est un peu le même argument que la restauration, quoi. Mm, mm. En gros, c'est de dire, bah sinon, mon projet immobilier, il coûterait super cher et il aurait pas de clients. En gros, c'est soit le coût moyen du logement ou le coût moyen du bureau va s'accroître, sachant qu'il y a déjà une crise du logement, tu vois. Ouais. Soit il faut continuer à embaucher des sans-papes, quoi. Ouais, ouais. Et même là, pour le coup, tu pourrais faire un bundle et dire que là, en fait, on parle d'immigration illégale, mais tu pourrais rajouter l'immigration légale, parce que si dans un certain secteur, donc typiquement, je sais pas, prends les gens qui n'ont pas fait d'études, tu fais venir plein Ouais. d'immigrés légaux, bah en fait, tu fais baisser le pouvoir de négociation des travailleurs et tu augmentes le pouvoir du patronat qui, du coup, va pouvoir faire des salaires, va pouvoir mettre des salaires à la baisse, des conditions de travail à la baisse. Donc, tu pourrais faire un bundle. Enfin, à la rigueur, là, on parle des illégaux, mais tu as aussi le levier des légaux si tu veux faire ce genre de choses. Mais là où je suis un peu perdu, c'est que c'est vrai que ça rend le pays plus compétitif. Enfin, tu vois, si t'es dans un pays qui fait pas d'enfants et que tout le monde demande 4000 balles pour faire le moindre taf, ça va pas bien se passer, quoi, tu vois. Donc je suis un Ouais, peu ouais, le non, cul entre deux non, c'est chaises. sûr. Bah, c'est sûr, mais je pense que pour avoir un vrai avis sur la question, enfin un avis renseigné, il faudrait un peu être un peu plus pointu sur les mécanismes macroéconomiques et de compétition Ouais. interétatique. En gros, comment ça marche, la compétition entre États, à l'échelle d'une région, etc. Mm. Euh, Parce qu'effectivement, en fait, normalement, je pense que la manière dont c'est censé marcher dans l'idéal, c'est que tu as des gains de productivité qui génèrent de la croissance. Cette croissance crée de nouveaux emplois. Ces nouveaux emplois permettent d'améliorer et cette croissance, elle d'une part crée de nouveaux emplois et d'autre part elle crée de la richesse. Et du coup, ces nouveaux emplois peuvent permettre d'employer les nouveaux entrants sur ton marché du travail, donc permettre d'absorber l'accroissement de la population. Et cet accroissement de richesse permet d'améliorer le confort et le bien-être de ta population, qui est un peu l'objectif de chaque État. Mm, Donc ça, c'est la vision idéale. Mais je pense qu'il y a des cas, par exemple, déjà où tes gains de productivité ne génèrent pas de la richesse, genre quand le ruissellement marche pas et quand c'est une petite caste de la population qui capte toute la richesse. mm, Bah là, tes gains de productivité, ça génère pas de l'amélioration du confort. Ça génère juste des lambeaux et des appartes pour Bernard Arnault. mm. Donc il y a cette défaillance de marché. Et après, tu as l'autre défaillance de marché où genre les gains de productivité, ils génèrent pas des nouveaux emplois. C'est de l'automatisation. Tu vois. Ouais. Et c'est là, et là, je pense que c'est là où tu as un peu la théorie de la destruction créatrice. Où en mode, oui, il y a certains secteurs qui sont soit automatisés, soit qui disparaissent parce qu'ils sont plus compétitifs, etc. Mais du coup, il y en a d'autres qui sont créés par l'innovation et le progrès technologique. Mm. Et moi, je ne suis pas assez familier. Donc, cette théorie, pour le coup, c'est sûr, existe. Tu vois, il y a plein d'industries et de secteurs qui ont été remplacés et qui ont disparu et d'autres ont été créés. Tu vois. Mm. Typiquement, genre, l'avènement de l'informatique et d'Internet a supprimé plein d'emplois préalables. Tu vois. Mm. Genre, sténodactylo, ça n'existe plus. Bref, il y a plein de trucs qui n'existent plus. Mais donc il y a cette théorie de la destruction créatrice, mais voilà, je suis pas assez familier de c'est quoi les limites de ça, comment ça fonctionne. Ouais. Bah, en fait, le truc que moi je fais, en fait, j'avoue, j'ai tendance à raisonner un peu par l'absurde, dans le sens où, c'est ce que je te disais, si tu es une entreprise et que tu veux t'implanter en France et que pour embaucher quelqu'un à l'accueil, il faut le payer 4000 balles parce que
juste il n'y a pas de main-d'œuvre et c'est très demandé, bah, ça va être compliqué. Si tu veux embaucher des ingénieurs, mais qu'il n'y a pas d'ingénieurs, et qui du coup ils vont tous demander 300 000 euros de salaire, bah, ça va être aussi compliqué. Donc c'est vrai que l'immigration, surtout dans un pays qui ne fait pas d'enfants, c'est aussi quand même une variable d'ajustement. Alors, tu as un côté cynique, oui, tu fais baisser les salaires, mais d'un autre côté aussi, à un moment donné, si les salaires explosent complètement dans ton pays, j'imagine qu'il va y avoir un problème. Enfin, Oui, non, mais de clairement, compétitivité. tu sais, c'est le truc de Marx qui disait que il parlait du chômage. Et il disait le chômage, c'est l'armée de réserve capitaliste. Ouais, ok, Donc il d'accord. disait, genre, c'est important pour le capitaliste d'avoir une proportion de chômage qui est pas négligeable. Hmm. Donc de ne pas avoir le plein emploi qui est considéré à 4% à peu près. Quand tu as 3-4% de chômage, tu es au plein emploi. Parce qu'il y a du chômage transitoire, tu vois, bref. Ok. Donc en gros, aux États-Unis, ils sont en plein emploi. Et en gros, il disait, bah, si tu as un chômage supérieur au plein emploi, ça constitue une armée de réserve capitaliste qui est super intéressante parce que qui accroît le pouvoir de négociation et le pouvoir tout court des détenteurs de capitaux. Ouais. Donc effectivement, quand tu l'analyses en termes de rapport de force et de lutte des classes, bah, c'est important d'avoir des chômeurs ou des immigrés, quoi. Parce que, tu vois. Yes. Non, bon, bref. Mais effectivement, il y a cette tension de c'est quand même utile, mais en même temps, enfin, et c'est là où nous, je sais pas si on sera capable d'arbitrer, tu vois. Ouais. Et juste pour clore là-dessus, c'est vrai que dans mes grandes séquences de binge-watching de BFM TV, depuis la dissolution de l'Assemblée, bah c'est vrai que tu vois, t'entends beaucoup le RN dire qu'ils veulent arrêter l'immigration et augmenter le pouvoir d'achat. Et de ma petite fenêtre, en ayant dit ce qu'on vient de dire, ça me paraît un peu contradictoire, tu vois ce que je veux dire? Enfin, est-ce que quand tu fais ça, finalement, tu acceptes pas que ton pouvoir d'achat, quand tu diminues l'immigration, est-ce que tu acceptes pas finalement que ton pouvoir d'achat, il diminue aussi, quoi? Donc, et tu sais, il y avait le truc qu'on ressort souvent au RN, là, sur les plateaux télé, c'est que leur soi-disant euh, copine, tu sais, en Italie, Giorgia Meloni, je sais pas si tu vois. Ouais. Ouais. Bah, elle a dû faire venir 450 000 travailleurs immigrés, justement parce qu'après, de ce que j'ai compris, ils avaient eu un problème de main-d'œuvre en Italie. Et donc, bah c'est pas, c'est pas si évident de ça, en fait. Quand tu réduis l'immigration, en fait, t'as assez vite un problème de main-d'œuvre et de compétitivité, en fait. Donc, c'est Oui, pas. et puis ça peut générer de l'inflation. Parce que en fait, c'est comme pour les mécanismes du resto, quoi. Ce qu'on dit, c'est que Ah oui, du oui. coup, les coûts du resto, ils augmentent, donc il doit les répercuter sur ses prix. Ah bah oui, oui. Donc le burger, il coûte plus cher, donc ça génère de l'inflation. Ah ouais. Après, la question, c'est à quel stade ça devient problématique, tu vois. Yes. Euh, donc là, dans la suite, on nous raconte des histoires. Donc là, ça va être les histoires de Moussa et d'autres sans-papiers, mais c'est pour illustrer un peu, je trouvais ça cool. Donc il y a déjà l'histoire de Moussa, donc, qui est sans-papier, qui se fait approcher par un restaurateur directement au foyer d'accueil de d'Enfer Rochereau. Et donc ça, je trouvais ça fou, quoi. En gros, le restaurateur, il vient directement faire son marché là, parce qu'il il sait qu'il va trouver des sans-papiers. Donc ça, je trouvais ça surréaliste. Et donc, il vient les chercher. Pardon, je fais un petit rototo. Il vient les chercher pour faire de la plongée, de la plonge dans son resto. On aimerait bien qu'il les cherche pour faire de la Pour plongée. faire de la plongée. Allez, venez. Venez, on va se mettre bien. Donc, il recrute Moussa et il le paye 900 € à la fin du mois. Donc, ouais, c'est juste pour voir l'ordre de grandeur. Donc, c'est pas un SMIC, mais évidemment, tu peux pas te plaindre. Il y a d'autres témoignages assez horribles où juste, tu sais, le patron, il refuse de payer. Juste, il fait, bah, juste, je te paie pas. Et ça, Va te plaindre. va te plaindre. Et ça peut être, je sais pas, imagine, t'embauches le gars 3 mois, typiquement. Tu lui donnes pas de salaire chaque mois. Tu lui dis, bah, je vais te payer à la fin. Et à la fin, tu fais, bah, je te paie pas. Voilà. Donc, il y a des trucs comme ça. Il y a des propositions sexuelles indécentes aussi quand c'est des femmes. Et tu peux rien dire à part démissionner ou accepter la proposition sexuelle indécente. Il y a aussi l'exemple de Sabine qui travaille pour s'occuper d'une vieille dame
pour 800 euros par mois au noir. Et donc, elle travaille du lundi au vendredi, jour et nuit. Et il y a aussi les travailleurs sans papier du monde agricole dans le livre, avec des témoignages qui donc te disent c'est un lever à 3h30 du matin pour commencer à 6h. Tu es supposé finir à 16h, mais souvent tu finis à 19h, voilà, sous une chaleur écrasante. Et en général, c'est payé 3-4 euros de l'heure, pour donner un ordre de grandeur. Et là, on va revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Il y a aussi les histoires des alias, donc les gens qui vont te prêter leur identité, qui souvent participent à cette exploitation. Parce qu'en fait, moi, quand je le lisais, au début, je me disais, bah ouais, c'est les frères, ils se prêtent les cartes d'identité tu vois, pour s'aider. Et en fait, pas du tout. C'est pas les frères. Donc, typiquement, l'ordre de grandeur, c'est que 300 euros par mois vont être ponctionnés par l'alias, donc pour le privilège de pouvoir utiliser son nom. Et j'ai envie de dire, évidemment, on pouvait s'y attendre, souvent l'alias se fait plaisir, dans le sens où il va dire ah bah ce mois-ci, je te prends 500 balles, parce que juste j'ai envie, j'en ai besoin pour faire des manucures. Et d'ailleurs, il y a dans les témoignages, il y a un cas où l'alias, il te verse ton salaire un peu quand il veut, comme il veut. Je sais pas si tu vois le truc, il va te dire, il va te filer 50 balles par-ci, 100 balles par-là. Et des fois, il va pas te les filer, puis il va te les filer 2 semaines après. Et en fait, c'est quand même générateur, enfin là, dans le témoignage, c'est quand même générateur d'un sacré stress pour la personne qui, en fait, juste sait pas quand est-ce qu'elle va toucher sa thune, en fait. Enfin, tu vois, c'est pas... Enfin, faut pas se dire, c'est hyper bien organisé, il prend 300 euros, il t'envoie le reste le 31 du mois, quoi. Enfin, c'est pas du tout ça. Et il y a même des cas où juste, il paie pas, et il attend que t'en aies marre, et que t'arrêtes de travailler, quoi. Donc... tu vois, enfin, je sais pas si tu veux réagir, mais tu vois, quand on disait c'est une sorte d'esclavage moderne, enfin, c'est quand même pas non plus très très loin de ça, quoi. Enfin, c'est quand même. Tu vois. Oui. En fait, il faut juste se dire que quand tu es illégal, Mm. en fait, t'as aucune protection et en fait, juste, en gros, tout découle de ça, quoi. Juste, t'as Ouais. aucune protection, tu peux te plaindre à personne Mm. et du coup, tu subis des bifles physiques et financières Ouais. par un peu tout. En fait, en fait, ton bien-être dépend du bon vouloir des gens. Oui, Tu vois. c'est ça, ouais. Et sachant que, ok, il y a une proportion des gens qui vont être sympas avec toi et qui vont te traiter normalement, mais il y a une grande proportion de gens qui sont en contact avec ces gens-là, avec les immigrés illégaux, qui justement connaissent leur situation et sont là pour en tirer profit. Mm. Donc en gros, enfin, ouais, moi je trouve ça bien d'avoir un peu d'empathie Ouais. pour ces gens-là plutôt que de les percevoir comme une nuisance. Bref. Et là, je continue un peu avec les exemples. Donc, t'as aussi, apparemment, ça c'est connu, donc t'en as plein qui vont attendre sur le parking de Leroy Merlin, qui vont Ouais. proposer aux clients de charger le camion avec des charges lourdes. Donc, c'est souvent pour 2 euros de l'heure. Donc, c'est vraiment, c'est rien, quoi. Et le truc surréaliste, c'est que les employés de Leroy Merlin vont vanter leur service. Tu sais, quand tu récupères la marchandise et tout, tu dis, bah, tu peux aller les voir, c'est pas cher, machin. Donc, bon, t'en as même qui ont leur propre camionnette pour emmener la marchandise chez le client. Et évidemment, parfois, les gens refusent de les payer. Genre, ils font ah, on croyait que c'était gratuit, ha ha ha. Voilà, d'autres qui négocient le prix. Donc, quand c'est avant, le truc c'est bien, mais quand c'est après, c'est un peu plus compliqué. Et le dernier que je voulais faire quand même, c'était, tu sais, t'en as un qui s'appelle Moussa qui nettoie les trains de la SNCF. Donc, tu sais, c'est les gens qui passent avec la poubelle dans les wagons. Ouais. Bah là, il se trouve que, enfin, je sais pas combien de ces personnes-là sont sans papier, mais là, il se trouve que Moussa, il est sans papier. Et donc, pareil, il dit c'est dur, quoi. Les gens, ils disent pas bonjour, ils l'ignorent. Alors, il nettoie les toilettes et apparemment, il dit les gens pissent par terre.
pas au courant, mais il dit que Oui. c'est Non, que- mais ça, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est des anecdotes. Enfin, Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que tu prends n'importe quel transport, enfin, tu prends n'importe quel endroit où il y a genre 3000, où il y a 3000 personnes à la journée ou 300 personnes à la journée. Hmm. Oui, il va y avoir du caca et du pipi partout, tu vois. Parce que t'as genre la personne qui a la chiasse ou t'as l'espèce de starbé qui aime bien faire des peintures rupestres avec son caca. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que genre, en gros, on sait tous qu'il y a 1% de starbé, tu vois, ou 0,5% ou machin. ouais. Et donc, mécaniquement, quand t'as 1000 personnes, bah oui, t'auras systématiquement, tu vois. Ouais, ouais. Et, Ouais, et du coup, ce que je veux dire, c'est que la généralisation, enfin, pas, tu généralises pas, je sais ce que tu dis, mais genre ouais. de dire les gens, machin, Hmm. en fait, c'est juste, oui, il y a 2% de tarés, quoi. Ouais, ouais. Tu vois. Ouais, ouais. Mais ouais, Il y a 2% de tarés ou juste 2% d'accidents, quoi. ouais, ouais. Genre, t'as une diarrhée, ou je sais pas quoi, t'as la gastro. Et, T'as un gosse qui sait pas encore quoi faire, il s'est pas rangé, tu vois. non, non, mais bon, enfin, bref, donc, enfin, je vais passer des exemples aussi où les gens, c'est clairement des enculés, mais il y a un truc quand même, encore une fois, c'est assez éloquent. C'est-à-dire que il t'explique que tu vas faire beaucoup d'heures sup. Tu sais, des fois, le train, il arrive tard Oui. à une autre gare et tu dois dormir là-bas et tu dois te réveiller à 6 heures du mat. Et il dit que ça arrive souvent que les heures supplémentaires soient pas payées. Mais c'est bizarre parce que c'est un vrai taf. Enfin, tu vois, là Oui. avec la SNCF, ils travaillent sous alias. Et en fait, tu peux te plaindre et ils vont te les payer, les heures sup. Mais après, comme par hasard, c'est comme par enchantement, ils ont une sorte de révélation divine et ils remarquent que t'es sans papier. Et ils font ah, on a remarqué que t'étais sans papier, on va devoir se séparer de toi. Nous. Il y a aussi Ouais. ce côté-là où quand même, putain, ouais, c'est chaud quoi. Euh, c'est quand même un peu chaud. Euh, et, euh, et bref, enfin, je sais pas. Je trouve que, enfin, je trouve que c'est bizarre aussi ce mode où c'est interdit slash toléré. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est-à-dire, Oui, c'est en gros, t'as une sorte d'éléphant dans la pièce, tout le ouais, monde sait que ça se. Ouais. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, quand je lisais les bouquins, je me suis dit, mais t'as un alias qui déclare ses impôts et qui te dit qu'il fait 5 tafs à plein temps. C'est quand même pas Non, compliqué. mais en gros, Non, mais en général, ces trucs-là de éléphant dans la pièce, c'est que le ratio risque-récompense, il est bon, quoi. Donc, en gros, ça t'arrange et ça arrange un peu tout le monde. Et derrière, le risque, il est pas si élevé, Hmm. tu vois. Et donc, en fait, en gros, pour moi, c'est une bonne manière d'analyser ça, tu vois. Quand tu as des situations comme ça illégales qui sont plus ou moins généralisées et qui perdurent, je pense que la cause, c'est que tu as un ratio risque-récompense qui est élevé. Okay. Ouais. Et du coup, tu peux, pour moi, tu agis sur l'une des deux variables. Soit tu accrois le risque, donc tu accrois le nombre d'inspecteurs du travail. Tu vois. Et en gros, si toutes les entreprises savent qu'elles vont se taper un inspecteur du travail une fois dans l'année, bah, t'es pas bien, tu vois, pour ton sans-pape. Donc, soit tu accrois le risque, soit tu diminues la récompense. Ça, par contre, je sais pas comment on pourrait faire. Là, on sait pas trop diminuer la récompense en l'espèce là. Ouais, c'est Ouais. ça, mais en soi, tu vois, enfin, tu te dis, si t'es l'administration, enfin, c'est quand même pas compliqué de te rendre compte quand il y a un alias qui fait 5 tafs à plein temps. C'est quand même pas très compliqué de mettre en place un système de vérification où tu es obligé, pour déclarer un travailleur, d'avoir son numéro de sécurité sociale ou son numéro comment on appelle ça, de titre de séjour ou un truc comme ça. Et évidemment, si t'entres le numéro de Barbès, bah, ça marche pas, tu vois. Enfin, tu vois, c'est quand même pas très compliqué. Donc, c'est vrai que bah, y a ce côté un peu, c'est ce que tu dis, quoi. C'est que ça arrange bien tout le monde. Ça arrange bien l'État. Ça arrange bien les sans-papiers aussi, parce qu'ils ont besoin de travailler. Donc, et c'est un peu, c'est un peu frustrant, quoi, ce côté où, où tu sais, c'est pas ordonné, quoi. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de loi, c'est trop chelou. Et des fois, tu vas avoir un employeur qui va se taper une amende, tu sais pas pourquoi, ça sort de nulle part, alors que genre les 10 mecs à côté, ils n'ont pas eu d'amende. Et des fois, tu vas avoir un sans-papier, il va se prendre une OQTF, genre une obligation de quitter le territoire français. Et pareil, tu sais pas pourquoi, alors que ceux d'à côté, ils n'ont pas eu. Donc, t'as vraiment ce truc, moi, ça me met mal à l'aise, ce truc
c'est pas clair et il y a des trucs qui tombent au pif comme ça, tu sais pas où, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, c'est pas juste. C'est un peu malaisant, quoi. Et enfin bref, je sais pas où je vais avec ça, mais c'était juste pour dire, Non, mais je suis d'accord. c'est rempli de contradictions et d'hypocrisie, quoi, j'ai l'impression. Ouais, je suis d'accord. Et ça, en fait, ça vient avec une forme de désarmement de l'État, dans le sens où, en fait, là, ce dont on discute, c'est la régulation et la surveillance, en gros, de différents aspects de la loi, tu vois. Et tu sais, genre, je pense que tu as plein d'endroits où tu as les inspecteurs de X, tu vois. L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la police, l'inspecteur de l'hygiène et de la sécurité, l'inspecteur de machin, et c'est différents organes de l'État qui sont en charge de observer, monitorer la bonne mise en œuvre de la loi, quoi, sur différents aspects. Et en fait, j'ai l'impression, après c'est une impression, je n'ai pas du tout de fait pour le baquer, mais j'ai l'impression que globalement, tous ces organes-là de surveillance et de monitoring, ils sont un peu dépossédés de leurs moyens depuis les 10 ou 20 dernières années, tu vois. Dans le sens où soit on les réduit leur budget, soit on leur réduit leur nombre d'inspecteurs, soit machin. En fait, et après, peut-être que c'est un biais que j'ai, mais juste j'observe régulièrement dans la news, genre, ah oui, machin, les machins se plaignent de pas avoir les moyens de bien exercer leur travail, tu vois. Etc., etc. Et donc voilà, mon point, c'est que je pense que si tu veux systématiser ça et vraiment bien le faire, bah, il faut donner plus de moyens aux instances de régulation, quoi. Et en gros, les instances de régulation, c'est l'inspecteur des impôts, l'inspecteur du travail, l'inspecteur sécurité hygiène, l'inspecteur de... Tu vois, t'as plein d'inspecteurs. En fait, du coup, mon point, c'est que les institutions existent. Et je pense que les institutions existent et que les lois sont plutôt bien faites. Je pense que juste, on ne donne pas assez de moyens. Mais tu penses pas qu'il y a un côté où, en fait, ça arrange bien tout le monde, en fait, de pas donner plus de moyens c'est là où je sais pas, j'arrive pas à m'avancer autant que toi. Enfin, c'est là où je sais pas si c'est un truc vraiment volontaire. Ouais, mais il n'y a pas besoin que ça soit une théorie du complot de ouf. C'est juste, en fait, il faut prioriser. Et ça, c'est vraiment le truc où ça arrange un peu tout le monde. On va pas s'exciter là-dessus pour le moment. Faut pas forcément que ce soit une théorie du complot. Tu vois, ça peut juste être une priorisation des choses et on se dit, bon, bah, voilà. Oui, peut-être. Mais tu vois, genre, sur ce point, tu sais, on parle un peu de l'affaiblissement de l'État, blablabla. Oui, c'est vrai. Mais et en tout cas, je pense qu'un des éléments pour lequel moi je peux être d'accord qu'il y a un affaiblissement d'État, c'est sur tout ce qui est la régulation, dans le sens où tu as des dizaines et des dizaines d'instances de régulation pour différents types de lois et différents secteurs, et je pense qu'elles sont sous-dotées. Et que du coup, toi, tu es inspecteur là-bas, tu es de bonne foi, tu fais sur un échantillon de 2% et tu sais que les autres s'en sortent, quoi. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, ouais, donc juste pour changer, on va vite revenir dessus, mais on fait une petite parenthèse parce que il y a un chapitre qui est dédié à comment l'administration française fabrique les sans-papiers. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Donc c'est à travers un témoignage, encore une fois, c'est Ager, qui est une Tunisienne, qui est médecin dans un hôpital et donc qui travaille avec un titre de séjour. Donc, en gros, je sais pas si tu vois, elle avait fait une candidature spontanée depuis la Tunisie. Et comme on manque de main-d'œuvre pour les hôpitaux, elle avait eu des réponses facilement et on lui avait dit viens travailler en France. Donc, elle travaille à l'hôpital et elle est en règle. Et juste, elle a des problèmes administratifs parce que elle explique qu'il faut passer des équivalences de diplômes. Les médecins étrangers doivent déménager vers des zones défavorisées et des déserts médicaux. Et donc, elle déménage, mais quand elle déménage, elle change de préfecture. Donc, tu sais, il y a des problèmes administratifs liés à ces changements-là. Et donc, évidemment, vu qu'on connaît l'administration française, elle n'arrive pas à renouveler son titre de séjour. Et donc, évidemment, ça, pour le coup, c'est classique. Genre, moi, en tant que Libanais, je connais complètement le truc. Je plus sois. Ouais. Genre la préfecture, genre, c'est l'enfer. Voilà. Je mets au défi, je sais pas si on a beaucoup d'auditeurs en Ile-de-France, essayer de prendre un rendez-vous à la préfecture. Mais juste, tu sais, t'as une interface en ligne pour prendre un rendez-vous. Ouais. Et juste, t'ouvres l'interface, il y a 0 rendez-vous. Ouais. Tu passes des jours et des jours entiers à refresh toute la journée. Ouais. Parce qu'il n'y a pas un système de dire envoie-moi une notif quand il y a un rendez-vous qui est dispo, bien sûr, tu vois. Ça serait trop simple. Il faut que tu passes toute ta journée derrière ton écran, tu vois. Ouais. Et tu refresh comme un forcené, mais ça peut durer des mois, tu vois. Et il n'y a pas de rendez-vous.
Et genre moi, j'ai quelqu'un de très proche. Enfin bref, j'ai plein de gens de ma famille qui sont libanais, blablabla, pour des raisons diverses et variées. Et en gros, on a contacté un ami de l'ambassadeur. En fait, on a eu un rendez-vous à la préfecture par piston. Tu vois. Mais c'est même pas un rendez-vous genre pour avoir un truc de balade, tu vois. C'est juste un rendez-vous pour pouvoir renouveler la carte de séjour, tu vois. C'est pas un. Ouais, non, mais c'est vraiment. Enfin, c'est vraiment un truc et, de fou. et là, on rejoint l'aspect, ils sont sous-dotés, tu vois. Genre juste, il n'y a pas assez de postes, il n'y a pas assez de fonctionnaires pour Ouais, la demande machin. Et ça, ouais. effectivement, enfin ça, je pense que c'est connu depuis bien longtemps. Parce que tu mets sur Internet, genre rendez-vous à la préfecture, t'as 10 000 forums où les gens sont en PLS. Hmm. Et, bah, ça, pour le coup, effectivement, genre, c'est clairement je pense que c'est clairement fait exprès, enfin, ou en tout cas, c'est bizarre, quoi. Genre. Non, mais, ah ouais, enfin, là, moi, j'avais justement. Alors, c'est peut-être con ce que je vais dire, mais tu vois, enfin, je me dis que quand il s'agit de s'occuper des gens qui sont sur le territoire de façon illégale, je me dis, je serais pas surpris, je vais pas dire choqué, mais je serais pas surpris que l'admin, on leur dise un petit peu de leur mettre des bâtons dans les roues et Oui. qu'on leur mette pas à disposition pléthore de conseillers, de rendez-vous et de gens pour étudier leur dossier H24 et qu'on fasse un petit peu exprès de rendre la tâche difficile. Voilà, je ne serais pas surpris. Je ne sais pas si je trouve que c'est bien, mais en tout cas, je ne serais pas surpris. Là, en fait, ce que je trouve hyper choquant, c'est que c'est quelqu'un qui a un titre de séjour, qui est là de façon légale. On lui a demandé de venir pour nous filer un coup de main. Et après, genre, on trouve rien de mieux que de casser les couilles, quoi. Enfin, ça, c'est quand même. Enfin, c'est quand même pas le même. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc où c'est quand même clairement abusé, non? Si, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Bah, c'est une grosse inefficience. Mais tu vois, genre, même chose. Enfin, oui, ce serait intéressant d'avoir un peu des analyses genre, de gens qui bossent dans l'administration, enfin, qui nous expliquent pourquoi, est-ce que ils sont vraiment de bonne foi et juste ils n'ont pas les budgets. Enfin, parce que tu vois, t'as l'hypothèse, une des hypothèses, ce serait de dire, bah juste, on n'a pas les budgets. Notre ministre, il essaye de négo, il défend son bout de gras comme tous les autres ministres, il n'obtient pas d'augmentation de budget. Et du Mm. coup, juste, on est à moyen égal pour un accroissement significatif des demandes. Et du Mm. coup, il y a un bottleneck, il y a un goulot d'étranglement. Mm. Ça pourrait exister. Parce que, en fait, in fine, tout est une histoire d'arbitrage budgétaire. Mm. Et tout est une histoire de est-ce que ton ministre, il a les faveurs de Manu, tu vois. Mm. Euh, et donc, tu pourrais avoir un truc de bonne foi un peu comme ça. En mode, on essaye, on se bat, mais on n'a pas réussi. Mm. Et tu pourrais avoir un truc, bah non, c'est fait exprès, parce que ça a tel avantage, et du coup, tu vois. Ouais. Bah après. Et tu vois, moi, par exemple, genre, Ouais. je tends fortement vers la solution. Mon gut feeling, c'est que c'est la solution 1. Mais voilà, j'ai rien pour le factualiser. Juste. Mais en fait, je trouve que le côté particulièrement aliénant, c'est que tu peux, tu peux pas parler à une vraie personne, en fait. C'est-à-dire que. C'est l'enfer. Ouais, et c'est En que fait, pour avoir un interlocuteur humain, c'est mort. voilà. C'est-à-dire que tu peux pas parler à une vraie personne. Tout le monde s'en branle de toi. Les gens te répondent que c'est normal d'attendre 2 mois pour chaque étape, mais. Enfin, tu sais, je vois très bien la situation où, en gros, tu sais très bien que, en gros, il y a un truc qui cloche et tu vas avoir un interlocuteur et il te dit non, non, mais il n'y a rien qui cloche, tout va bien, c'est normal. Et tu peux rien faire. Et après, cette personne-là, tu vas plus jamais lui reparler. Euh, Elle ne sera pas responsable de t'avoir dit de la merde. Enfin, c'est complètement. Je trouve pas mes mots, mais ouais, Oui, t'as pas c'est l'enfer de la. d'interlocuteur humain qui est responsable de ton truc. Oui, Et, oui, c'est l'enfer de la bureaucratie. et Quoi. du coup, tu as envie de te tirer une balle. Et donc, je vais te lire certains trucs, mais ouais, donc elle simule des rendez-vous pour autre chose. Toi, t'aurais pété un câble avec Moi, ça. j'aurais pété un câble. Elle simule des rendez-vous pour autre chose, juste pour pouvoir parler avec quelqu'un. Votre dossier n'est pas prêt, madame. Ok, mais je vais pas attendre éternellement. Ah, mais en fait, c'est compliqué, madame. Et en fait, ça me casse les couilles, madame. Donc, elle finit par aller chercher sa responsable. Ah, en fait, vous avez une OQTF. Vous devez retourner dans votre pays, madame. Voilà. Et juste, enfin, dans le livre, elle appelle ça de la violence institutionnelle.
Mais oui, enfin, voilà, c'est la dématérialisation comme seule alternative, assumer des délais d'attente interminables, perdant régulièrement des dossiers et personne n'est responsable. Enfin, c'est vrai que c'est un truc de ouf. Et Non, mais pour le coup, c'est vraiment de la violence institutionnelle. Enfin, je trouve que c'est la un bon violence, terme. ouais. C'est en gros, t'es baladé d'endroit en endroit, Ouais. c'est super énergivore, c'est super stressant. Ouais. Et tu fais les choses bien comme on te dit et t'as toujours pas de solution. Tu vois. Oui, mais Donc surtout que là, on t'a demandé de venir en plus. Enfin, là, on t'a demandé de venir pour aider. T'as un titre de séjour, t'es là légalement et on s'occupe pas de toi. Donc c'est quand même abusé. Et, et au risque de faire un parallèle disgracieux, parce qu'évidemment, ma condition n'a rien à voir avec celle de Ager. ça va être disgracieux. Ça va être disgracieux, tu vois, mais typiquement, ça fait donc là j'ai récupéré Internet, c'est pour ça qu'on peut faire le point. Mais tu sais, depuis le 3 juin, j'ai pas Internet. C'est complètement disgracieux. C'est disgracieux, on est d'accord. Et tu sais, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu les appelles et à chaque fois t'as un péon différent, en fait, qui te dit un truc différent. Et juste tu pètes un câble, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, personne n'est responsable de ton truc. Et au bout de 20 jours, c'est encore un mec différent qui n'en a rien à branler et qui n'est absolument pas responsable de ce que t'ont dit ou t'ont proposé de faire tous les mecs d'avant. Et en fait, t'as l'impression d'être dans une machine. Tu vois, bref, c'est disgracieux, mais disons que je pense qu'on a tous connu ça, c'est ça mon point. C'est d'être face à ce genre de machine où en gros tu peux rien faire, quoi. Oui, bah oui. Et en fait, c'est l'inefficience, quoi, globalement. On parle d'inefficacité. Et en gros, dans le domaine marchand, l'inefficience, elle se résout par la compétition. Ouais. Je sais que tous les deux, on n'est pas ultra-libéral. Moi, je suis pas ultra-libéral, mais je veux bien accorder cet avantage à la compétition. C'est que, pour le coup, ça réduit l'inefficience de fou, tu vois. Quand tu es en monopole, mais donc, après, dans le domaine non marchand, genre étatique, où là, pour le coup, tu n'as pas de compétition parce que tu as le monopole des institutions, tu vois. Normalement, le juge de paix, c'est soit des contre-institutions, genre des contre-pouvoirs que tu as établis, donc des instances de régulation, le Parlement, enfin, ou je ne sais rien, je ne sais quoi, qui sont chargés d'observer l'efficacité d'un certain nombre de services publics. Donc c'est ça d'un côté, et d'autre, c'est la démocratie, c'est le vote, quoi. En fait, non, mon point, c'est que j'essaye un peu de prendre du recul de ok, la situation est horrible, c'est stressant et tout, et je suis d'accord. Et on a mis, et je suis complètement d'accord avec le constat, et c'est important de mettre le constat. Mais une fois que tu as fait le constat, tu es là, ok, mais comment on résout ce genre de truc de manière systémique? Et en fait, bah, dans le domaine marchand, ça se résout par la compète. T'as ton concurrent qui te nique et t'as plus de clients et tu fais faillite. Parce que lui, il est plus efficace et il répond aux gens et voilà. Bah, dans le domaine de l'État, t'as pas de concurrence. Et du coup, comment tu résoudrais ce genre de truc? Bah, c'est par de la régulation ou c'est par la sanction populaire, quoi. Ouais, j'avoue, toi tu penses à la solution, mais ouais, j'avoue, je suis même pas allé là-dedans. Enfin, j'avoue, j'ai pas de. Non, mais parce que c'est ce que je veux déprimant, dire, quoi. c'est. Enfin, Non, mais je suis complètement d'accord. Et je trouve que, comme pour tout, genre, avant de trouver une solution, il faut bien se mettre d'accord sur le problème et quels sont les indicateurs, etc. Il faut bien analyser le problème, ce qui est la vertu de ce bouquin. Mais parce que je trouve que sinon, tu peux juste passer ta vie à critiquer des trucs qui marchent pas, quoi. Et j'essaye, enfin, en tout cas, en termes d'hygiène personnelle, quoi, de mon côté, j'essaye de pas juste critiquer les inefficacités ou observer des inefficiences. Parce qu'en fait, il y en a partout, tout le temps. Et je trouve que c'est un rôle super facile, en fait, d'observer les inefficiences. Et ce qui est dur, c'est de dire, OK, de se mettre à la place du régulateur ou de la personne ou de l'administration ou du commerce ou de l'entreprise et de se dire, moi, est-ce que j'aurais fait mieux? Comment j'aurais fait mieux? Quelle est ma suggestion? Tu vois? Et bref. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de trucs qui marchent pas dans le monde. Et encore une fois, en France, on est super avancé. Il y a quand même plein de trucs qui marchent. Tu vois. Mais même, on trouvera toujours des trucs qui marchent pas et on peut passer notre vie à dire, ah, bah ça marche pas, ça marche pas, ça c'est scandaleux. Et à s'indigner, tu vois. Il faut proposer un moment, quoi. ouais, mais en fait, enfin,
pas pour partir dans la discussion de comptoir, mais en gros, j'ai l'impression que ça, c'est un des grands mâles de notre temps, que les gens sont systématiquement déresponsabilisés, en fait, dans ce genre de structure. Enfin, qu'est-ce qui empêcherait, tu sais, dans les X employés de la préfecture, que en gros, ils soient là, ils aient un chef qui surveille ce qu'ils font, t'aies une certaine personne qui s'occupe de ton dossier. Oui, Voilà. mais là, c'est le cas, mais c'est juste que tu as 1000 dossiers. En fait, genre, oui, tu as le cas, enfin, tu as le cas où tu évoques, c'est en gros, c'est des branleurs, ils ont pas de chef, machin, les fonctionnaires, c'est des pouilleux. Donc ça, je pense que ça C'est ça existe, que mais j'ai c'est dit. marginal. Non, mais c'est plus, non, mais si je caricature de ouf. Ok, Non, mais ça marche. non, après tu me corrigeras. Ok, Mais tu vas-y. vois, si je caricature de ouf, moi, ce que je comprends, ce que tu dis, c'est qu'il y a des inefficiences liées à un manque de motivation. Mm. Et sinon, t'as le deuxième truc qui est juste, ils font ce qu'ils peuvent à la mesure de leurs moyens, et c'est juste, il y a trop de dossiers et trop de demandes, quoi. Mm. Et je pense que la plupart des situations de l'État où tu as de l'engorgement, où tu as de la sous-efficacité, y a pas, le problème, c'est pas réellement la mauvaise foi. Je pense, c'est le manque de moyens et le manque de process, quoi. Mm. Dac. Ça marche. Bon, pour continuer un peu, pour avancer, on peut parler très rapidement du fait que les sans-papiers, ils sont également à la merci des bailleurs, parce que tu te dis, faut bien qu'ils logent quelque part. Et donc évidemment, pour pouvoir louer un appart, il faut un titre de séjour. Et donc là, elle donne l'exemple de Sabine, aide-soignante ivoirienne, qui va payer 400 € par mois en sous-location, donc dans un appartement au Blanc-Ménil, dans un appartement qu'elle va partager à plusieurs, où chaque chambre est louée. Et donc, en gros, Sabine, elle collecte les loyers de tout le monde et elle reverse l'argent au vrai locataire, qui a donc son nom sur le bail, mais qui n'est pas là. Donc ça fait penser un peu aux alias. Évidemment, le montant total de tous les loyers excède largement le montant normal du logement. Donc ça fait penser au truc du travail, c'est-à-dire que on profite d'eux aussi, donc ça fait des travailleurs pas chers, et en plus ils sont pas compliqués à loger puisqu'il suffit d'en mettre 20 dans 3 mètres carrés, et puis c'est bon. Et tu as tous les trucs des marchands de sommeil aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas si tu veux expliquer ou... En gros, qui prennent des logements insalubres ou pas, Mm. et qui les découpent et qui les louent beaucoup plus cher que la valeur de marché à des gens hyper vulnérables qui en gros n'ont pas de dossier et donc qui peuvent pas candidater à des locations normales. Ouais. Et du coup, ils leur louent des taudis insalubres. Voilà, c'est ça l'histoire. Mais est-ce que tu sais, par curiosité, c'est quoi la définition d'un marchand de sommeil? Est-ce qu'il faut forcément que ça soit insalubre, ou c'est juste... Ah non, j'avoue, je sais pas. Ouais, c'est quand en gros, c'est quand tu profites... Exactement. Ouais, ok. Peut-être que c'est pas insalubre, mais par exemple, je pense qu'il y a plusieurs manières de profiter, soit parce que le truc est insalubre, Ouais. soit juste le truc est super cher par rapport au prix. Oui, d'accord. Ok. Soit juste le truc n'est pas louable parce qu'il est moins de 8 mètres carrés, loi Carrez, et tu le fous dans 7 mètres carrés parce que tu vois. Ouais, ok. Et, Ok. Mais ouais. Et... en fait, tu sais, il y a plein de critères pour qu'un logement soit louable, ce qui est plutôt assez bien fait. Genre, je pense qu'il faut qu'il y ait une fenêtre, etc. Bref. Et en gros, si t'es pas dans les critères de surface, si t'es pas dans les critères de fenêtre, si t'es pas dans les critères de vétusté, machin, il y a toujours la possibilité de louer à des Afghans, tu vois. D'accord, ouais. Ok, Mais en donc c'est ça. théorie, tu t'exposes à des risques juridiques. Ok, non, mais donc c'est ça. Ok, d'accord. On comprend bien le truc. Et en effet, là, dans les exemples, c'est assez éloquent. Enfin, en gros, ils t'expliquent que typiquement, ils ont recours à des stratagèmes où, vu qu'ils sont 1000 dans la chambre, ils vont prendre le lit et puis ils vont le surélever en mettant des caisses ou des trucs pour le surélever. Et après, du coup, il y a un mec qui se faufile en dessous pour dormir parce que t'as juste pas la surface pour faire dormir tout le monde. Et ils disent, ouais, on prie pour que, je sais pas, pendant la nuit, le truc il s'écroule pas. Donc, faut t'imaginer, genre, en gros, la chambre où toute la surface est utilisée pour dormir, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est juste un truc de fou, quoi. Donc, il y avait ce côté-là aussi qu'il faut pas oublier. Donc, ils sont aussi exploités sur les logements. Et donc, autre sujet, et ça, on en a un peu parlé, et ça n'échappera à personne, qu'évidemment, il y a un paradoxe majeur
Donc là, il parle de Rachid qui est patron de boulangerie et qui, lui, du coup, embauche des sans-papiers. Et ce qu'il fait, Rachid, c'est qu'il leur donne des fiches de paie. Et après 24 fiches de paie, normalement, quand tu es sans-papier, tu peux remplir un document Oui. qui stipule que tu as bien embauché un sans-papier. Donc Rachid, il prend ce qu'on appelle le document CERFA, et il le remplit, il dit oui, j'ai embauché un sans-papier, je lui ai donné des fiches de paie, nanani, nanana. Et tu as une circulaire qui s'appelle la circulaire Valls, qui dit que tu peux régulariser le sans-papier. Alors tu as plein de conditions, mais en gros, l'ordre de grandeur, c'est si tu as 24 fiches de paie et que tu as le document CERFA, normalement, tu peux régulariser le sans-papier. Et c'est vrai que quand tu te dis comme ça, ça a l'air, encore une fois, c'est chelou, parce que c'est illégal d'embaucher un sans-papier, mais là, tu fais quand même un document CERFA pour aller expliquer que tu l'as fait, et tu lui donnes des fiches de paie, donc c'est quand même, c'est quand même bizarre. Et en plus, tu peux avoir une grosse amende. Donc, tu vois, tu arrives avec ton CERFA et tu fais oui, bonjour, on va vous mettre une amende. C'est juste du grand n'importe quoi. C'est vrai que c'est particulier. C'est genre. Mais... T'es un délinquant, t'es un délinquant, 24 mois, ah, c'est bon. Ouais, c'est vraiment. Bon, après, les gens ils disent c'est une mesure, c'est pragmatique. Oui, c'est ça, tu comprends l'esprit du truc, quoi. Ouais, mais c'est très chelou, quoi. C'est très chelou. Bref. Donc ça nous amène un petit peu. Ouais, vas-y, tu voulais dire un truc? Non, mais tu vois, je trouve que c'est une bonne illustration de la difficulté à solutionner les problèmes versus simplement les décrire, tu vois. Et je trouve que c'est une parfaite illustration de ça. T'as un problème de sans-papier, t'en as un nombre conséquent qui sont déjà sur ton territoire. Qu'est-ce que t'en fais, tu vois? Et je pense que ça, c'est un moyen de résoudre ce problème-là. Et tu vois, nécessairement, c'est bizarre, nécessairement, c'est particulier, truc muche, machin. Mais au moins, tu vois, ça a le mérite de te mettre dans cette démarche-là qui... Parce que, en fait, tu sais, on a souvent discuté, je trouve qu'on est beaucoup trop sévère avec nos gouvernants. Et qu'en fait, là encore, on se demande pas assez, moi, comment je ferais, tu vois. Et, justement. Et juste plein de fois, tu te rends compte qu'en fait, c'est assez dur et qu'ils sont pas si cons que ça, tu vois. Et... sauf sur certains aspects, tu vois, mais par exemple la régulation de la police, mais où là juste t'as des putains de fachos qui caillassent du noir, là pour le coup c'est juste des tocards, mais t'as certains aspects où vraiment c'est dur, tu vois. Et je pense que la problématique des sans-papiers c'est quelque chose de complexe. Ouais, et justement, le truc que je voulais faire dans la conclusion, c'était de faire un truc ludique et c'était de me demander, en fait, si j'étais maître de l'univers, qu'est-ce que je ferais? Donc, on peut essayer ça, je pense que ça va être marrant à faire. Et juste avant de parler de nous, parce que je sais pas si c'est très intéressant, c'est vrai que je trouve que l'approche de l'auteur, là, Nejma Brahim, malheureusement, sur la conclusion, tu sais, c'est toujours un peu décevant parce que elle travaille à Mediapart, et ça va être un petit peu... c'est un petit peu... je caricature. C'est trop gauchiste. C'est trop gauchiste pour toi. Non, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même avoir un peu faut se calmer. Moins de gauchisme. Non, mais faut être un petit peu objectif. Faut prendre un petit peu du recul. Tu voulais pas le dire. Non, mais voilà. Non, mais elle est là. Et en plus, elle interroge des chercheurs et des chercheuses pour appuyer son point, qui sont d'accord avec elle. Mais franchement, je caricature à peine si je dis que il faut tous les régulariser, il faut plus de moyens administratifs pour gérer toutes les demandes, il faut ouvrir toutes les frontières, en gros, ça va loin. Et je suis un peu déçu quand je lis ça. Et donc je me suis dit que plutôt que, on pourrait conclure comme ça, mais plutôt que de conclure comme ça, je m'étais dit qu'est-ce qu'on pourrait faire si on était maître de l'univers. Je sais pas si tu veux commencer, je peux commencer sinon. Vas-y, commence. Vas-y, maître de l'univers. Donc, moi déjà, il y a un truc que j'ai pas compris. Et je pense qu'il n'y a pas d'argument contre ça, mais on va voir. Il y a un premier point qui est, je comprends pas cette lubie à pas vouloir protéger les frontières. C'est-à-dire, imagine aujourd'hui, t'as X migrants qui arrivent en France chaque année. Tu pourrais tout à fait protéger les frontières et faire quand même venir X migrants. Enfin, tu vois, c'est juste en soi. Mais ça veut dire quoi, protéger les frontières?
Pour l'instant, partons d'un cas caricatural où juste tu fais un mur de 30 mètres de haut dans la mer, partout et tout autour, et juste tu mets des snipers partout et personne ne rentre. Enfin, déjà prenons un cas. Oui, mais Alex, tu non, vois mais- bien que. Tu vois. Bah, Donc, toi en gros, la solution que tu proposes, c'est genre d'instaurer des barrières physiques, technologiques et humaines pour faire en sorte que les gens arrêtent de venir, c'est ça? Et qu'ils soient kéblos, quoi. non, mais c'est ça. C'est ça ton truc par protéger les frontières, c'est Oui, faire c'est en sorte que en gros les milliers et les millions et les bateaux et les machins, Voilà. qu'à un moment ils soient empêchés d'arriver sur les territoires d'une manière ou d'une autre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, on peut Mais en tu vois, on peut en reparler de à complexe, quel. quoi. Oui, oui, non, mais après, on peut Ouais. en reparler de à quel point c'est possible ou non. Ouais. Mais déjà, en soi, je veux dire, faut quand même garder en tête que de faire ça ne t'empêche pas, en fait, Non. d'accueillir strictement le même nombre d'immigrés. Et même, Oui. à la rigueur, tu pourrais te dire, je peux limite même accueillir des gens qui sont peut-être encore plus en détresse Oui. que les gens qui sont venus de manière illégale. Je pourrais en citer plein, mais je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus en détresse. Et Non, mais donc, ça, pour le coup, je pense qu'on est complètement d'accord. Par contre, là où moi, je mon sais, point de vigilance, c'est. je sais pas. Pardon. Enfin, non, vas-y, je t'ai coupé, mais Non. je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. Non, mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi sur Ok. l'aspect intellectuellement. Rien ne t'empêche de dire je ferme les frontières, mais je continue à accueillir des gens légalement. Mais par contre, genre, là où je m'oppose, c'est que juste, je pense que c'est techniquement et financièrement et humainement infaisable de foutre des murs qui soient hermétiques et qui fonctionnent. Tu vois. Ça n'existe pas. Ouais, et là-dessus, la question que je me pose, c'est que, en fait, c'est pas binaire, forcément, tu vois. Donc, en fait, plus tu mets de moyens, plus ça marche. Et au bout d'un moment, tu vas commencer à mettre des moyens et tu vas avoir ton efficacité marginale qui va diminuer. Et en effet, là où ce que je maîtrise pas trop, et pour le coup, là où il peut y avoir un réel débat, c'est à partir de quand ça n'a plus de sens de mettre des moyens, parce que de toute façon, ça coûterait trop cher, ou ça n'a pas de sens, Bah, ou tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Mais tu vois, je pense que si tu prends des. Enfin, même chose en termes de gut feeling, vu le nombre de kilomètres à protéger. Parce que tu vois, si tu veux faire ça, tu dois faire ça au niveau de l'Europe, tu vois. Et donc, notamment de l'Europe de l'Est et de l'Europe du Sud. Et en gros, si tu dis, je dois foutre des murs et des snipers et des tours au niveau de toute l'Europe de l'Est, de toute l'Europe du Sud, et parce que tu sais, c'est un système, c'est un whack-a-mole, tu vois. Tu fermes un endroit, ils partent à l'autre endroit, tu fermes un endroit, tu vois, genre c'est éternel, et les gens, ils sont super déterminés parce qu'ils sont super misérables, tu vois. Et ils sont nombreux. Et donc, je pense que fermer toute la frontière sud et toute la frontière est, c'est extrêmement difficile, voire infaisable, et qu'on est dans une efficacité marginale qui est vraiment très basse. Et je sors ça d'où? C'est que, genre, mon point, c'est qu'il y a déjà une force qui est en charge de faire ça, qui s'appelle Frontex, Oui, qui c'est arrive vrai. difficilement. Mais tu pourrais dire, on peut faire x10 sur les moyens, et là, ça marchera. Mon point, c'est que même x10 sur les moyens, je pense que ça Ouais, marchera on pas. n'en sait rien, ouais. Et mon deuxième point, c'est que t'as qu'à voir comment, genre, Gaza, ça fait 40 km². Oui, et c'est genre, vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. ça fait 40 kilomètres, tu vois. Et Oui, je oui. pense que la frontière, c'est pas grand-chose. Ouais. Et genre, t'as les Israéliens qui sont les espèces les plus vénères du monde, qui ont mis la masse de moyens pour pouvoir poncer un maximum les Palestiniens, tu vois. Et Ouais. ils y arrivent pas, tu vois. Et eux, pour le coup, ils sont déterminés, tu vois. Et ils ont pas les droits de l'homme, machin, je sais pas quoi, ils s'en branlent, tu vois. Mais c'est quoi ton point? C'est-à-dire qu'ils arrivent à passer la frontière, ou... Non, Ouais, c'est mon quoi ton point, mon point, c'est un exemple caricatural de ça qui ne s'applique pas réellement. Mais mon Ah oui. point, c'est que un truc aussi petit que ça est surprotégé et avec une absence de notion de droit de l'homme, parce que juste tu peux leur tirer dessus, tu vois. Et même là, les mecs, ils ont réussi à passer, tu vois. Après, oui, tu peux dire c'est un volume très faible, etc., machin. Mais tu vois mon point, ce que je veux dire. Ok, non, mais je suis là pour le coup, je suis d'accord avec toi, mais c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de contre-argument à surveiller les frontières ou à protéger les frontières. C'est juste que le contre-argument, c'est que soit ça marche pas, soit si on met plus de moyens, en fait, le taux de retour sur tes moyens, en fait, il commence à être pas intéressant. Mais voilà, enfin déjà ça, c'est un truc. Bon, je sais pas si j'ai l'habitude de l'entendre, quoi. Mais ok, enfin déjà c'est intéressant. Et
Et ensuite, c'est vrai qu'il y a un petit truc qui me gêne. Et tu vas me dire comment tu le prends. C'est, tu sais, à un moment, elle interroge une anthropologue, Catherine Gatelier, qui te dit ceux qui sont venus là ont été assez débrouillards pour venir malgré toutes les difficultés qu'on leur a infligées. Ils devraient avoir le droit à la citoyenneté. Et il y a un truc qui me dérange un petit peu, tu sais, tu sais, il y a un côté Hunger Games. Oui, j'allais te dire. C'est trop chelou, tu vois, genre... Ouais. C'est-à-dire que... Enfin, non mais on est d'accord que c'est trop bizarre. Mais oui, il y a un côté, on prend les 10% qui sont pas dead, quoi. Ouais, c'est ça. Les 10% qui survivent, vous avez gagné, c'est la France. Et en fait, ouais, t'as le truc, ouais, allez, on saute à travers des cerceaux enflammés et celui qui survit, il a gagné. Et moi, ça me met un peu mal à l'aise. C'est-à-dire que, enfin, tu sais, les traversées de Méditerranée, là, donc c'est 2000 morts par an. Et ce côté de dire, bah allez, montez à 50 sur une sorte de rafio pourri et vous allez manquer de mourir 14 fois. Et une fois que vous aurez traversé, c'est bon, Hunger Games, machin. Enfin, je suis un peu mal à l'aise avec ce genre de truc. Et limite, enfin, tu vois, c'est une situation où je serais à l'aise avec et un programme d'extrême gauche et un programme d'extrême droite, mais où je serais pas du tout à l'aise avec le programme centriste qui est de faire des Hunger Games, tu vois. C'est-à-dire que le programme de gauche, je crois que c'est quelques centaines de migrants qui prennent la Méditerranée par jour. Limite, si tu as un programme d'extrême gauche, juste tu mets un ferry, quoi. Non mais, enfin... Non mais ça te fait rigoler, mais Ah non, mais parce qu'après, t'as le phénomène d'appel d'air et tout, enfin, tu vois. Voilà, alors ça, on va en reparler. Non, mais en gros, c'est super compliqué, quoi. Non mais Ouais. ok, non mais je serais quand même beaucoup plus à l'aise avec le fait de juste tu les fais pas monter dans le rafio pourri, ou alors juste tu fais un programme d'extrême droite et tu fais Frontex et tu mets des bateaux, tu sais je sais de quoi je parle, les viseurs infrarouges, ça a 15 km de portée, t'as 1000 km de frontières libyennes de côte, c'est gérable aussi. Mais tu vois, genre, c'est un des seuls cas où j'arrive à trouver, où je suis OK avec un programme d'extrême gauche et d'extrême droite, et juste arrêter de faire un truc où juste c'est les Hunger Games, quoi. Enfin, je trouve ça trop bizarre. Et ouais, tu parlais du phénomène... Enfin, je sais pas si tu veux réagir là-dessus, mais après, tu parlais aussi du truc d'appel d'air. Bah là, tu sais, j'ai oublié, on en avait parlé dans un autre bouquin. Ouais. Mais justement, ça m'intéresserait de voir s'il y a des expériences, des moments dans l'histoire où ça a été quantifié. Tu sais, des pays qui se sont fermés fortement ou qui se sont ouverts fortement. Ouais. Et est-ce qu'on a un avant-après, tu vois? Je pense qu'on en avait déjà discuté dans un bouquin, mais j'ai oublié. Ouais, il y a l'Australie, ouais. Et là, pour le coup, ce serait intéressant parce que, effectivement, pour moi, instinctivement, je suis plutôt sur la solution idéale de genre, bah, c'est des miséreux qui sont en quête d'une vie meilleure comme nous tous. Pourquoi leur refuser le droit? Et si c'est un volume tolérable, on les accepte, tu vois. Et en plus, ça peut même être un avantage pour nous. Enfin bref. Mais le problème, c'est qu'on sait tous que si ça fait x10 sur les flux, bah là, ça va nous pénaliser. Est-ce qu'on est prêt à faire cet effort ou pas? D'ailleurs, même, t'as des gens qui se sont dit, moi, je suis prêt à faire cet effort, il faut partager encore plus, tu vois. Donc ça, c'est un autre argument. Mais bref, si on va pas dans cet argument, si on va dans le truc dans l'argument, enfin, dans la position qui, je pense, est la plus consensuelle, qui est de dire, on veut pas réduire le niveau de confort de la population française. Si tu es dans cette position-là, bah, tu pourrais, si le volume est gérable, moi, je suis complètement pour. Mais après, je ne suis pas capable d'assurer que si on fait un accueil convenable, humain, machin, et qu'on met pas les mecs avec des viseurs laser, là, comme tu disais, je doute qu'il n'y ait pas x10 sur les volumes, quoi. Ouais, et ça justement, bah c'est un truc... je trouve pas le mot, mais donc cette histoire d'appel d'air, j'ai entendu très souvent, bon, c'était souvent des gens à gauche, dire que c'est une fiction. En gros, ça n'existe pas, en fait, le phénomène d'appel d'air. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si tu es particulièrement accueillant, donc il y a de plus en plus de gens qui vont venir, et si tu es particulièrement pas accueillant, il y a de moins en moins de gens qui vont venir. Et l'auteur, d'ailleurs, elle cite des études. Donc voilà, elle dit, bah, il y a ça et cette étude. Et elle met dans le texte, ça a été montré et redémontré plein de fois
que l'appel d'air, ça n'existe pas et ça ne fonctionne pas. Mais, enfin, en fait, le truc, c'est que c'est pas possible, en fait, que ça soit vrai. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est juste, moi, je veux bien que tu... Non, mais tu vois mon point, oui. quoi. Oui, c'est vrai qu'en termes instinctifs, t'as l'impression que c'est pas possible que ça soit vrai. Mais après, tu sais, je sais pas, nous, on croit en la science, faut lire les études, quoi. Non, mais on n'est pas expert, quoi. Non, mais le truc que je veux dire, je pense, en vrai, bon, les gens... Non, mais parce que c'est pas possible que ça soit vrai. Là, on fait du Pascal Pro, tu vois. Pascal Pro, il se dit la même chose. Non. Il se dit, ah, mais Oui. Tu vois, genre, Oui. juste, I don't want to be Pascal, tu vois. Non, mais le truc, c'est que je vois bien, en fait, je vois très bien, en fait, qu'il y a un phénomène de cliquet où, en gros, je vais dire une connerie, mais tu sais, si t'augmentes de 5% les gens pour traiter les dossiers administratifs, oui, on s'en branle, tu vois. Enfin, tu vas pas avoir 5% d'immigration en plus, ou je sais pas quoi, tu vois. Oui, c'est peut-être pas parfaitement corrélé, quoi. Voilà. Par contre, je me dis, tu sais, si t'enfermes les gens dans des donjons sexuels où ils doivent regarder des sketchs de Canteloup toute la journée, juste, ils vont faire frère. Ils vont pas venir. Il faut pas aller en France. Enfin, tu vois, genre le mot, il va se propager. Et... non, mais ça a pas de sens, en gros, de dire qu'il n'y a pas de... Tu vois non, mais je vois ce que tu veux dire. Et j'aurais tendance à être d'accord. Mais encore une fois, ayons foi en l'expertise et en la recherche. Non, mais toi-même, tu disais, non, si on met un putain de ferry, bah, juste au bout d'un moment, les gens ils vont faire, ouais, il y a un ferry avec des masseuses. Mais je suis d'accord qu'instinctivement, je suis plutôt de cet avis-là. Ouais. Mais encore une fois, je crois en l'expertise et je crois en le fait de passer des heures sur un sujet pour apporter des réponses. Et genre, moi, je n'ai pas passé des heures. Si la meuf cite des gens qui ont passé des heures, je vais les écouter, tu vois. Non, mais d'accord. Même si tu trouves ça trop gauchiste, tu vois. non, mais c'est bizarre, quand même. Non, mais c'est bizarre. Non, mais toi, non, mais bon. Non, mais il y a forcément... Non, mais là, instinctivement, j'ai pas de contre-argument. Non, mais il y a forcément une limite à partir de laquelle ça marche plus, tu vois. Oui, mais non, mais il faut rentrer dans le détail. Je refuse de... non, mais genre, tu refuses d'admettre qu'il y a une limite à partir de laquelle ça... Non, mais je pense qu'il y a une limite, mais peut-être... Genre, si tu les obliges à regarder... mais tu sais, nos pires voisins, là, sur M6, avec... tu les obliges et tout, avec un truc qui leur tient les yeux ouverts et tout. Non, mais oui, il y a sûrement une limite. Mais ce que je veux dire, c'est que si la meuf, elle cite des études, c'est intéressant pour le coup. Ça peut peut-être apporter des réponses, tu vois. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais... Là, par exemple, tu as eu la flemme d'aller lire les études et du coup, tu préfères sortir le donjon sexuel. Oui. Non, voilà. mais j'ai eu la flemme. j'ai eu grave la flemme. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais par contre, mais il me semble, alors là, pour le coup, les gens checkeront, mais il me semble que l'Australie, ils sont vénères. Ils sont ultra vénères. Mais il me semble que l'Australie, pour le coup, il y a quand même beaucoup moins de monde qui se dit que c'est une bonne idée de prendre la mer pour aller en Australie. Ah ouais, genre pourquoi ils sont vénères? Ils ont fait comment? Ah oui, ils ont mis des bateaux partout. C'est quoi leur truc? Alors, j'ai pas envie de dire des trucs qui vont être faux, donc je vais essayer d'apprendre avec des pincettes ce que je dis, mais déjà, il me semble que ils vont raccompagner le bateau en dehors des eaux territoriales et sans trop se soucier de la sécurité des gens. Ça, c'est déjà un peu vénère, tu vois. Ils vont... je crois qu'ils ont passé des accords avec des pays insulaires autour pour les débarquer là, pour faire les demandes de visa et tout. Ouais. Donc, ils ne les débarquent pas en Australie. Donc, mon point, c'est pas qu'il faut faire... c'est ce que les Rosebif font là, avec le Rwanda Project. Non, c'est quoi? T'as pas entendu parler du Rwanda Project? Je sens hyper mal, c'est quoi? Genre le Premier ministre, les Anglais, ils ont signé un accord de coopération avec le Rwanda. Ah genre, oui. En gros, si t'es un immigré illégal, ils te renvoient au Rwanda. D'où que tu viennes. genre t'es un Afghan. Mais est-ce que... T'es un Afghan, t'as fait toute la transhumance. Tu t'es fait poutrer l'anus 4 fois sur la route. Genre t'es défloré et tout, et t'es enfin arrivé en terre promise. Oui. Et là ils font désolé Rwanda, c'est Kigali et tout. Mais par contre, je me posais la question, est-ce que t'as le droit de dire par contre je suis Afghan et je veux bien retourner en Afghanistan? Parce que tu sais, le problème central de ce que j'avais compris, c'est que souvent les gens, tu sais, ils te disent pas. Ils font ah ouais, je te dis pas d'où je viens et du coup t'es niqué. Mais est-ce que là, avec le Rwanda Accord, le Rwanda Project, est-ce que tu as quand même le droit de dire non, mais je déconne, je vous dis quand même d'où je viens? Non, c'est Rwanda. C'est Rwanda quoi qu'il.
Ok. Non, mais j'avoue, je sais pas si t'as le droit, mais en tout cas, j'aime beaucoup le Rwanda Project. Tu Ouais, non, ça a l'air bien. Et donc, non, mais donc voilà, non, mais je donne des billes. Je donne des billes. En effet, je pense que l'Australie, c'est quand même un contre-exemple au niveau de l'appel d'air. Par contre, c'est dans la catégorie du donjon sexuel avec Canteloup. C'est-à-dire que, bah oui, si t'es hardcore, les gens, ils viennent pas, tu vois. Mais bon, ça requiert d'être hardcore. Donc, voilà. Malheureusement, peut-être pas Mais envie de faire ça. pourquoi c'est trop nul quand je joue? J'ai Ah, jamais vu. ouais, c'est pas ouf, quand même. Putain, j'espère qu'on va avoir des fans de Canteloup. Ouais. Bah, ouais, c'est essentiellement des boomers, donc s'il y a des boomers qui écoutent, on risque d'avoir des commentaires du genre, bah, c'est drôle. Voilà, mais non, c'est pas très drôle. Donc bref. Il est virulent contre Canteloup. Canteloup qui en Oui. prend pour son grade. Oui, s'il nous écoute, on l'embrasse. Quand l'axe. Non, mais bon, voilà. Donc, moi, si j'étais maître de l'univers, je légaliserais tout le monde ou quasi tout le monde qui est là. Je fermerais les frontières. Donc, on a vu que c'était pas possible de toute façon. Je ferais toujours rentrer le même nombre de personnes et j'en profiterai pour choisir d'ailleurs celles qui sont le plus dans le besoin. Donc, c'est un programme de droite. C'est gauche-droite comme ça. T'aimes bien? Voilà. Donc voilà, 2 € de l'heure, vous avez entendu mon programme de droite. Moi, j'ai beaucoup appris avec ce livre, donc je suis hyper content, parce que vraiment, je ne connaissais pas. C'est fort possible qu'il y ait des gens qui connaissaient déjà et qui trouveront que c'est nul, mais bon, moi j'étais content. Voilà, c'est cool, le livre de Nejma, bravo Nejma, même si elle va un peu trop loin dans la conclusion, mais on pardonnera à Nejma. Ouais, je sais pas si t'as kiffé. Non, ouais, moi je trouve ça super bien. Non, franchement, j'ai kiffé. En fait, j'aime. Bah, tu vois, quand il y a un sujet qui suscite autant d'émotions et d'intérêt et de polémique, tu vois, je trouve ça cool d'avoir quelqu'un qui prend le temps de, en profondeur, regarder le truc et te donner, même si à la fin, t'es pas d'accord avec ses conclusions, au moins, elle a le mérite de t'avoir présenté un truc en détail. Mm. Et enfin, tu vois, genre, il suffit là, de traiter les problèmes de manière superficielle. Genre, les choses sont compliquées, intéressons-nous à la complexité des choses. Ayons un peu d'empathie, à la fois pour les concernés et pour les gens qui doivent gérer ça, qui font ce qu'ils peuvent. Ouais, je suis d'accord. Et genre, tu vois, typiquement, moi, si tu me demandais qu'est-ce que tu ferais, Ah en oui, je vrai, t'ai c'est pas un demandé. sujet. Tu vois, c'est un sujet sur lequel je sais vraiment pas quoi faire. Mm. Et en vrai, genre, et en fait, si j'étais forcé, je m'intéresserais vraiment en profondeur. Et là, peut-être que j'aurais un avis un peu plus renseigné. Mais là, j'en suis au stade de juste tout fermer, c'est pas possible. Enfin, je n'y crois pas. Tout ouvrir, je n'y crois pas non plus. Et du coup, genre, moi, je suis plutôt pour perpétuer la mimole actuelle, celle que tu disais, c'est chelou, Ouais. parce que j'ai pas mieux. Tu vois. Mais je sais pas, je pense qu'il y a des vrais experts de la question qui ont formulé des propositions. Tu vois. Mais tu vois, là, même si on était à la conclusion, je me permets de rebondir. Tu vois, si on creuse mon truc de dieu de l'univers, où en gros tu régularises tous ceux qui sont là, après tu fermes les frontières en te disant bah je mets de la thune jusqu'à ce que en gros ça serve plus à rien, que en gros Oui. je remarque que c'est contre-productif quoi, pour fermer les frontières. Et Et après, t'as le après, sujet. Pardon. Vas-y, excuse-moi. et après en gros tu mets en place juste un régime où en gros c'est hyper dissuasif d'embaucher des sans-papiers. Tu vois, on l'a vu, je pense que l'État, il le voit tout de suite quand il y a un alias qui a 5 tafs, je pense qu'il le voit tout de suite quand c'est un faux numéro de sécurité sociale. En gros, je mettrais un régime où c'est hyper dissuasif. Et tu sais, alors, je sais pas si c'est Frontex ou si c'est des associations, ce qu'ils font aussi souvent, c'est que quand quelqu'un arrive en France et il est désillusionné, en gros parce que c'est trop compliqué, il peut pas taffer et tout, machin, bah, tu sais, il lui donne de l'argent, donc il lui propose de rembourser en gros. Alors, je crois que voilà, ça marche pas si tu as payé 20 000 €, mais en gros, il lui propose de rembourser ce qu'il a payé pour les passeurs. Dire, bah écoute, on te paye le billet et tu peux revenir. Voilà. Et donc, est-ce que ça pourrait pas marcher dans le sens où, bah, ouais, ça marcherait pas, ça? Non, j'avoue, je sais pas. Et puis ça dépend du montant que tu donnes, peut-être. Peut-être. Peut-être ce serait un des leviers pragmatiques, tu vois. Et t'as l'autre levier, effectivement, qu'on n'a pas évoqué, c'est l'aide au développement, tu vois.
Ah oui, bah oui, bah ça, ouais, ça c'est un vaste sujet après. Et Ouais. ça, c'est super important, c'est de dire, en fait, Mm. tu sais, il y a deux endroits où tu peux traiter le problème, à destination et à la source. Mm. Tu vois, là, on a parlé beaucoup de la destination. Mm. Et les choses, les sujets, enfin, les problématiques que les gens de gauche évoquent souvent, c'est de le traiter aussi à la source. Et moi, j'ai tendance à Ouais. être plutôt d'accord avec ça. Bah ça Et, serait super pour le coup de rajouter en plus de ça, du coup je continue à faire mon dieu de l'univers, tu sais la solution des 1% de Peter Singer, je sais pas si tu te souviens, mais en gros, alors je sais pas si c'est 1%, mais c'est 1 ou 2, il avait dit, bah si on taxait tout le monde à 1 ou 2%, en disant, bah juste, voilà, ça sert à la générosité, ça va dans les pays qui ont le plus besoin, ça sert au développement, ça serait aussi hyper cool, quoi, du coup. ouais, exactement. Et en fait, enfin, voilà, je trouve que on a tendance à trop vouloir se focaliser sur l'aspect destination et l'aspect répressif, Ouais, et pas aspect sur l'aspect préventif et curatif. ouais, je suis Et d'accord. donc voilà, j'aimerais en conclusion qu'on rappelle aux gens que personne ne s'arrache de ses racines et ne quitte son pays et prend le risque de se faire poutrer l'anus 15 fois et de mourir dans un rafio en Méditerranée pour le plaisir, tu vois. Mm. C'est comme l'avortement de complaisance, tu vois, ça n'existe pas. Genre, Mm. désolé les fachos. Et, et donc, juste personne le fait pour le plaisir. Tu le fais par forte nécessité parce que l'endroit où tu vis devient invivable ou parce que tu es en menace pour ta sécurité. Mm. Et du coup, voilà, l'un des moyens de résoudre ça, ce serait aussi de contribuer au développement des pays émetteurs. Ouais. Et bon, voilà, c'est une évidence, tout le monde le sait. Et voilà, en gros, mon point, c'est qu'il faut faire de l'holistique, il faut faire les deux. Et bien sûr, on va pas résoudre tous les conflits du monde du jour au lendemain. Mais je pense Ouais. que si t'améliores un peu, tu atténues un peu la douleur de plein de pays émetteurs, bah peut-être que tu atteins le stade où ils ont beaucoup moins envie de partir, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, j'avais lu c'est dans la revue dessinée, enfin bref, c'est une BD qui sort, je crois, tous les 3 Trimestre. mois, ouais, qui est assez cool et qui fait de l'actu en BD. Et je pense que j'en ai déjà parlé, mais en gros, j'avais vu dans cette revue une BD où en gros, ils avaient zoomé sur un village africain qui était sur la côte ouest de l'Afrique, et où en gros, bah, juste, je sais pas, t'avais des espèces d'obscurs bateaux chinois ou occidentaux qui étaient sur la côte en train de démonter les poissons. Et juste, eux, ils avaient plus rien à manger. Et donc, tu vois, là, on parlait d'aide au développement. Mais Ouais. juste, déjà, si tu peux ne pas aller poutrer les trucs, déjà, ça serait un premier step. Ça Oui. serait cool. Euh, Oui, voilà, et donc, tu vois, et pour le coup, même l'aide au développement aussi, c'est un vaste sujet. Peut-être qu'on pourra faire un bouquin un jour là-dessus. Même chose, ça implique qu'il faut qu'il y ait des structures politiques, oui, il faut que tu aies des relais politiques, parce qu'il faut pas que ça alimente la corruption, etc. Donc, c'est sûr que c'est pas une baguette magique, que parfois tu fais de l'aide au développement et en fait, Mm. ça construit l'autoroute pour que le dictateur il aille de son village, de sa résidence d'été à sa résidence d'hiver. Tu vois. Donc, même chose, Ouais. l'aide au développement est également un sujet complexe sur Ouais. comment tu investis, comment tu pérennises, comment tu fais en sorte que ça réponde réellement aux besoins, etc. Mais voilà, il faut garder en tête que c'est un levier qu'il est important d'activer en sus de mettre des machine guns sur ta frontière. Et ouais, donc bah voilà, donc trop cool comme bouquin. Voilà, bon, moi j'ai essayé de faire mon maître de l'univers, j'ai peut-être dit de la merde, mais voilà, en tout cas je me suis prêté au jeu. Voilà, autre chose à dire. Bah non, merci, c'est cool. Allez, bisous bisous.